Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau point du cours, grand B, les espoirs de l'ONU. Ce cours fait partie du troisième point de notre thème 2, c'est-à-dire la guerre au XXe siècle. Nous l'avions dit ce matin, notre problématique était la suivante. De quelle manière l'ONU permet une coopération internationale entre les nations pour le maintien de la paix, l'entente et le développement pour tous? Alors, rapidement, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés imaginent un règlement de la paix. En 1941, le président des États-Unis, Roosevelt, et Winston Churchill, Premier ministre britannique, évoquent, lors de la Charte de l'Atlantique, l'idée de mettre au point une sécurité collective. Cette idée se poursuit jusqu'en février 1945 à Yalta, entre les trois grands, Staline, Roosevelt et Churchill. Enfin, le 25 avril 1945, à San Francisco, juste à côté du City Hall, est signée la Charte des Nations Unies par 51 États membres. Cette Charte des Nations Unies lance les priorités et les objectifs de l'Organisation des Nations Unies, avec pour préambule les droits fondamentaux de l'humanité, suivi de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et au sens large, c'est-à-dire qu'elle y inclut les femmes, du 10 décembre 1948. Elle prévoit l'organisation administrative de cette nouvelle société internationale, comme les pouvoirs de ses organes exécutifs, ce que nous allons voir là de suite. Alors, la première mission de l'ONU est de bâtir un avenir meilleur pour chacun. Ainsi, elle se charge de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, de développer des relations amicales entre les nations, d'encourager la coopération internationale pour tous ces sujets. De manière concrète, chaque pays membre siège à l'Assemblée générale où il dispose d'une voix. Le principe d'égalité est ainsi parfaitement respecté. L'Assemblée générale a souvent servi de tribune à diverses revendications. Je vous ai parlé ce matin de Yasser Arafat, venant avec un rameau d'olivier à la main gauche et une mitraillette dans la main droite, et il aurait dit ces mots, c'était le 13 novembre 1974, « Je viens à vous avec un rameau d'olivier dans la main gauche et une mitraillette dans la main droite. Ne faites pas tomber le rameau d'olivier. » Autre organe capital, le Conseil de sécurité qui vote les décisions prises par l'Assemblée générale. Ce dernier est un reliquat de la Seconde Guerre mondiale car il est composé des 5 vainqueurs du conflit, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et les États-Unis, qui y ont chacun un siège permanent. À ces 5 membres permanents, 6 puis 10 autres membres y siègent sans en être des membres permanents. On dit d'eux qu'ils sont des membres non permanents. Alors ces membres non permanents sont élus par l'Assemblée générale. Ces derniers ne disposent pas du droit de veto. Seuls les 5 membres permanents disposent de ce droit de veto et peuvent ainsi annuler toute décision du Conseil. Nous avions évoqué ce matin qu'en 2003, le Premier ministre français, siégeant donc au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, Dominique de Villepin, s'était opposé à l'intervention des casques bleus en Irak et avait ainsi annulé une décision prise par l'Assemblée. L'ONU a ainsi créé un nouvel ordre international qui repose sur les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Cette décision, c'est-à-dire celle de donner un droit de veto pour ces 5 membres permanents, a pour but d'allier ces grandes puissances entre elles pour que chaque sujet évoqué par l'ONU soit débattu de manière équitable. L'ONU dispose désormais d'institutions reconnues et approuvées. Afin de maintenir la paix ou de la rétablir, l'ONU peut compter sur une force d'intervention, celle des casques bleus. D'autres organisations sont également mises en place, nous l'avons vu ce matin, telles la Banque mondiale, le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Cour internationale de justice, qui siège à La Haye, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO pour la culture et l'éducation. En ce sens, grâce à toutes ces organisations et ces missions qui vont au-delà de la sécurité collective, l'ONU a approfondi les actions de la SDN. Le siège de l'ONU se situe depuis 1946 à New York. Le choix de New York n'est pas anodin
et reste à la source de diverses polémiques.